Hello à tous, ici Claire et Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion France. Après avoir été avocate d'affaires, France est devenue créatrice de contenu, puis vigneronne. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Med by F, où elle est suivie par plus de 80 000 abonnés. Depuis l'âge de 7 ans, France veut être avocate, car elle ne supporte pas les injustices. Elle devient finalement avocate d'affaires, influencée par son père businessman qui travaille beaucoup avec des cabinets d'affaires internationaux. Elle se spécialise en fusion-acquisition et marché des capitaux et travaille pendant 6 ans au sein des cabinets Clifford Chance, puis Freshfields à Bruxelles. Les responsabilités et le salaire élevé l'impressionnent, mais elle ne se sent pas vraiment à sa place. Vers la fin de sa carrière, France part en détachement à Londres pendant 6 mois et la situation devient alors très pesante. Elle se met une énorme pression pour réussir son détachement et se retrouve dans un engrenage. Elle compte les jours avant ce retour en Belgique et commence même à avoir des idées noires. Elle est victime d'un burn-out. C'est le déclic. Elle démissionne et lance son blog, un rêve depuis longtemps. France est créatrice de contenu à temps plein depuis 2015. Juste après avoir rencontré son conjoint, ancien avocat d'affaires lui aussi, en reconversion pour devenir vigneron, elle décide d'aller faire les vendanges avec lui. France se découvre alors une passion. Ils décident alors d'acheter ensemble des vignes à l'abandon en Moselle, en Allemagne. Ils produisent aujourd'hui du vin naturel sous le nom Jus Naturae. Alors avec France, on a évoqué sa carrière d'avocate d'affaires, comment son père a influencé sa carrière, son burn-out, l'évolution de sa vie de créatrice de contenu, sa position de femme en tant que vigneronne, sa vie de jeune maman et ses futurs projets en droit humanitaire. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec France. Bonjour France, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, j'ai 2 casquettes. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je suis également vigneronne. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui parce que c'est une reconversion atypique, parce que ton premier métier, ça n'avait absolument rien à voir. Est-ce que tu peux nous raconter tes études et puis ton premier métier ? Alors, mes études, ça a toujours été très clair. J'ai toujours voulu faire du droit. J'ai décidé ça à 7 ans. Et puis, ça n'a pas vraiment changé. J'ai eu d'autres idées, mais c'était quand même toujours là. Et donc, je me suis lancée dans des études de droit sans trop me poser de questions, qui se sont super bien passées. J'ai adoré mes études. De manière générale, j'adore étudier, donc si j'avais pu passer ma vie à faire des études, je crois que je l'aurais fait. Et ensuite, je me suis lancée dans une carrière d'avocate en droit des affaires. C'est vrai que au moment de terminer mes études, je me posais pas mal de questions, quelle direction prendre. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai été assez influencée par mon père, qui lui travaillait, businessman, etc., et qui travaillait beaucoup avec des cabinets d'affaires internationaux. Et il m'expliquait, voilà, c'est là-bas que tout se passe, etc. Et c'est vrai que du coup, j'avais 2 domaines que j'aimais beaucoup. J'adorais le droit des affaires, mais j'aimais bien aussi le droit public international. Et finalement, j'ai fait des stages pendant mes vacances d'été dans des cabinets comme ça. Je me suis dit, ça me plaît bien. Ça me donnait quelque chose un peu. J'avais l'impression de faire quelque chose de, je sais pas, de grand. Ouais, d'être au centre du monde un peu. De côté, c'est là que tout se passe, quoi. Voilà, exactement. Et donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai commencé en septembre 2008. Et puis, j'ai fait ça pendant 6 ans, plus ou moins. Voilà, 6 ans, où je me suis vraiment concentrée sur fusion, acquisition et marché des capitaux. Donc, c'était vraiment un tout autre domaine. Et tu disais que tu voulais être avocate dès toute petite. Et dans ta tête, avocate, quand tu es toute petite, c'était quoi ? C'était avocat d'affaires déjà ou avocat pour défendre les injustices ? Clairement, pour défendre les injustices, ça c'est, je ne supporte pas l'injustice en fait. C'est quelque chose qui me rend malade, enfin physiquement quoi. Donc c'est vrai que je me voyais. Et puis il y avait beaucoup aussi à la télé des séries, des trucs comme ça. Et donc je me voyais un peu défendre l'orphelin quoi. Et puis c'est vrai que ça m'a fait peur aussi quand j'ai dû commencer à réfléchir quelle direction prendre. Parce que j'ai vraiment, c'est très compliqué pour moi de prendre la distance en général par rapport à ce que je fais. Et je me suis dit, ça va me bouffer en fait, parce que je sais combien le système judiciaire n'est pas juste en fait. Enfin, ça c'est quelque chose qui, voilà, on peut en philosopher, mais souvent c'est une solution raisonnable ou même parfois complètement injuste qui est prise parce qu'il y a la question de la preuve. Et je ne sais pas si j'aurais pu être en tout cas avocate
vraiment typique du barreau qui va plaider et qui doit faire face à des situations personnelles très compliquées. Même si dans le métier que je faisais, je ressentais ça aussi parce que même si voilà, ce sont des sociétés, il y a toujours l'humain, il y a toujours des gens avec qui on travaille, et des clients qu'on apprécie, et donc forcément il y a toujours quand même un aspect très personnel, c'est normal, mais c'était des problématiques différentes, quoi. C'était pas par exemple des problématiques de divorce, des délits qui pour moi seraient peut-être difficiles à gérer. Je ne sais pas si j'aurais été une bonne avocate en termes de défense, voilà, pour ce genre d'affaires. C'est marrant parce que moi c'est pareil, j'étais avocate fiscaliste et j'avais fait un stage en droit du travail et j'avais trouvé que c'était beaucoup trop avec des humains en fait. Il y avait beaucoup trop d'émotions. Qualité, ça me plaisait plutôt bien parce que je trouvais que justement c'était que des chiffres. Ouais. Mais en fait, en parlant un peu avec un avocat, il me disait que finalement, je me rendais pas forcément. Enfin, en fait, il y a de l'humain qui est impacté. C'est juste qu'on voit pas ce qu'on fait. Exactement. Ouais, voilà. Et donc toi, tu étais en droit des sociétés plutôt fusion, acquisition, et je travaillais beaucoup avec mes collègues en droit fiscal aussi, forcément. D'ailleurs, c'est mes 2 meilleurs amis que j'ai gardés de cette époque, 2 fiscalistes. Elles sont toujours avocates ou pas? Alors non, une est devenue juge, mais en droit fiscal, et l'autre, je sais qu'elle est enfin, elle continue aussi en droit fiscal, mais je pense qu'elle va devenir associée dans un cabinet. Maintenant. Et donc toi, tu travaillais en Belgique? Alors non, enfin oui et non. C'est-à-dire que je suis entre la Belgique et l'Allemagne, puisque j'ai déménagé en Allemagne il y a maintenant presque 2 ans, mais je suis pas très loin. Je suis à 1 heure de la frontière et à 2h30 de Bruxelles. Mais j'ai longtemps toujours travaillé en fait en Belgique, et maintenant je fais mon métier en fait à partir de l'Allemagne, tout en revenant une fois par mois en Belgique, ce qui me permet de caser des rendez-vous, etc. Et quand tu étais avocate, tu exerçais en Belgique? Alors, j'ai exercé en Belgique, et puis j'ai aussi fait 6 mois, donc un détachement dans le grand cabinet à Londres, où ils envoient tout le monde quand c'est la phase où on passe senior, on va dire. Ouais. Donc j'ai eu 6 mois d'expérience à Londres aussi. Est-ce que tu peux nous donner le nom du cabinet? Oui, pas de souci. Donc il y en avait, enfin à l'époque où je suis partie, enfin c'était Freshfields. Ouais, Freshfields, ok, ouais, c'est super connu. Parce que en fait, c'est marrant parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui nous écoutent qui sont avocats. Oui. Donc du coup, c'est toujours sympa de savoir les noms des cabinets, surtout quand c'est des noms qui sont parlants. Alors, ouais. Comment ça s'est passé? Donc toi, tu dis que tu étais un petit peu poussée par ton père pour aller là-dedans. Oui. Comment ça s'est passé, peut-être tes premiers stages et puis le début? Alors au début, forcément, je me suis, j'avais, on va dire, deux émotions je passais de vraiment être super heureuse et me dire waouh, quel métier incroyable j'ai, et de me sentir vraiment, enfin voilà, tout de suite commencer aussi avec un salaire très haut, très élevé. Je me disais waouh, là je commence bien ma carrière, et j'avais en tête de devenir associée quand même. C'était dans ma tête. Et à côté de ça, c'est vrai que je me sentais un petit peu, enfin très intimidée ou perdue par rapport au fait de commencer dans le monde du travail. Ça, je pense, comme un peu tout le monde. Mais c'est vrai qu'on fait tout de suite face à des problématiques qui sont très complexes, avec beaucoup de pression forcément. Et puis j'ai commencé en pleine crise économique, où il y avait quand même beaucoup de gens qui se faisaient licencier. Donc quand j'ai commencé, je me suis dit oh mon Dieu, mais ils vont se débarrasser de moi. Là, je viens d'arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai qu'en fait, je comprenais pas grand-chose encore. Comment fonctionnait un cabinet à l'époque, et c'est vrai que c'était plus les mid-level qui devaient partir, les juniors qui étaient moins chers restaient, quoi. Donc j'ai échappé à ça, mais c'est vrai que c'était une ambiance assez particulière, beaucoup de gens qui partaient, donc voilà. Mais j'ai commencé en fait chez Clifford Chance, où je suis restée là-bas 2 ans. Je suis partie parce qu'en fait j'étais très fort dans du droit financier, sur des dossiers qui venaient de Londres, et qui n'étaient pas très intéressants, parce qu'en fait j'étais jamais en contact direct avec le client, et c'est pas que c'est typique de leur manière de travailler, mais c'est juste, je pense, la conjecture qui a fait ça, en fait. Avec la crise économique, il y avait moins de dossiers menés, et donc je m'ennuyais un petit peu. Et donc j'ai décidé de partir pour aller chez Freshfields. Donc j'avais quand même déjà fait 2 ans, et puis je me disais là c'est le temps de bouger. J'avais une idée un peu plus précise de ce que j'aimais bien aussi en termes de matière, parce que j'avais commencé, en tout cas en Belgique, certains cabinets sont organisés où ils ont vraiment un département qui est plus ouvert, c'est-à-dire c'est droit, il y a tout sauf droit fiscal, on va dire, et donc on peut faire un peu de tout pour voir ce qu'on aime bien. Donc j'avais testé droit des marchés des capitaux, j'avais testé fusion-acquisition, droit financier, et finalement j'ai vu que voilà, droit financier c'était vraiment
pas pour moi. Je n'aimais vraiment pas ça. Du coup, j'étais contente de partir pour cette raison. Et tu as fait avocate pendant 6 ans quand même. C'est long, hein, franchement, surtout avec, c'est quand même des carrières qui sont très très prenantes. Comment ça s'est passé peut-être ton évolution entre, voilà, t'arrives, t'es un peu excitée et puis à la fin des 6 ans? J'ai quand même très vite réalisé que je serais pas associée. Parce qu'il faut avoir la niaque pour devenir associé. Et honnêtement, quand je me suis rendu compte dans l'univers dans lequel j'étais, je me suis dit non, c'est pas pour moi, absolument pas. Donc je m'étais dit je vais faire quelques années, hein, comme c'est un système pyramidal, il y a de toute façon pas la place pour que tout le monde devienne associé, hein, et beaucoup en fait partent ensuite pour être juriste. Et donc je m'étais dit je vais partir là-dessus, je vais faire 5 à 8 ans, puis je me prends un bon poste de juriste. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'enthousiasme, surtout après avoir changé de cabinet, parce que là j'ai vraiment eu des dossiers à moi, j'avais des clients en Belgique, donc du coup c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant pour moi, et j'ai vraiment en fait bien aimé ce que je faisais, mais en même temps je me disais toujours j'ai pas trop ma place ici. Je sais pas, c'était un peu en background, où je sais pas si j'essayais de me convaincre que j'avais ma place là, ou que c'était ce que je voulais faire. Je sais pas, il y avait un peu cette chose en background qui faisait que c'était pas toujours en fait oui, je me sentais pas à ma place, mais je savais pas expliquer pourquoi. Et je trouvais que c'était très sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on peut faire des choses très sérieuses, mais en étant pas forcément toujours très sérieux. Donc c'est vrai que parfois, je trouvais que les gens ils se prenaient un peu de haut, quoi. Voilà. Et puis grande étape, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait aussi un LLM aux États-Unis pendant cette période-là. Et puis je suis revenue chez Freshfields, et ensuite ils m'ont envoyé l'année d'après à Londres, et ça c'était vraiment un signe pour moi, ok, je vais passer senior en fait. Ils sont contents, ils m'envoient à Londres parce qu'ils aiment bien qu'on passe 6 mois là-bas pour un peu voir la maison mère, quoi, on va dire. Et donc j'étais très excitée à cette idée. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, j'ai assez rapidement déchanté parce que je me suis retrouvée complètement perdue, mais vraiment perdue. J'ai eu vraiment du mal à m'adapter à la culture déjà juste locale. Et c'est vrai que c'était assez différent que d'étudier à l'étranger, parce que par exemple quand j'ai fait mon LLM à New York, on était avec des étudiants. Enfin, à aucun moment je me suis sentie ok, j'ai envie de rentrer à la maison là en fait. Mais là j'étais seule, et c'était compliqué aussi de nouer des liens. Les collègues sur place, ils travaillaient beaucoup. Ensuite, ils devaient reprendre leur transport en commun qui les amène très loin, à 1 heure, parce que c'est pour avoir une maison ou quelque chose voilà, un peu plus grand, il faut aller assez loin du centre de Londres. Et puis aussi, je me suis mis une pression de dingue. En partant, l'associé avec qui je travaillais le plus m'avait dit France, on compte sur toi, fais quelque chose de bien, parce que souvent on envoie les gens là-bas, on les met un peu dans le placard, quoi. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de confier un dossier quand une personne est là que 6 mois. Bon, les dossiers durent quand même assez longtemps, et donc pour eux, le fait de devoir après remettre quelqu'un de nouveau sur le dossier, enfin c'est embêtant, quoi. Et donc j'ai fait des pieds et des mains pour avoir un dossier, pour avoir quelque chose. Et je me suis retrouvée en fait sur un dossier qui était assez compliqué pour plusieurs raisons, parce que en fait c'était un client d'une associée qui était partie en congé maternité, mais qui était revenu. Mais entre-temps, ce client avait été géré par un autre associé. Et donc les 2 associés voulaient garder le client. Donc il y avait 2 associés sur le dossier. C'était un dossier très compliqué. Le senior venait d'un département, je crois qu'il venait d'IP, et en fait il ne remplissait pas son rôle de senior en fait. Il n'avait pas l'habitude de faire des dossiers menés. Et c'est vrai que du coup moi je me suis retrouvée sur une façon complètement différente de travailler, à devoir gérer des choses que je ne connaissais pas, et finalement quand même me retrouver vraiment perdue. J'ai même dû faire du droit fiscal, du Nigeria. J'étais là, mais moi je sais pas ce que je fais. J'étais vraiment très stressée, et je voulais bien faire en fait. Je me suis mis une pression de malade parce que je voulais vraiment pas revenir à Bruxelles et j'avais eu ma promotion entre-temps. Et en fait, petit à petit, je me suis retrouvée dans un engrenage, et je sais que j'ai commencé à décompter les jours. Et j'avais un papier où j'avais marqué tous les jours qui me restaient avant de revenir en Belgique, donc comme en prison, quoi. Et je barrais tous les jours, voilà. Et j'avais fait un décompte. Mais quand je me dis que j'ai fait ça, ça paraît fou en fait, mais ça m'aidait à tenir, quoi. Et donc tous les jours, j'arrivais au bureau et je pouvais barrer un jour et alors baisser le décompte, quoi. Je ne sais pas quand je l'ai commencé, mais je sais qu'en tout cas, déjà, il restait quand même encore peut-être 80, 90 jours, 90 jours avant que je rentre, quoi. Donc ça, c'est long, quoi.
Donc tout de suite, j'ai commencé à faire ça. J'étais extrêmement stressée. J'étais pas bien du tout. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que c'était le mois d'août. Oui, mois d'août, et je devais rentrer début septembre à Bruxelles. Je me suis vraiment écroulée, on va dire. J'arrivais plus à rien faire. J'étais vraiment pas bien l'idée de même d'envoyer un email me tétanisait. Et donc je ne savais absolument pas ce que j'avais. Mais par contre à Londres ils ont repéré assez vite parce que là-bas apparemment ils ont l'habitude. Surtout qu'à Bruxelles ils avaient jamais eu ça. Donc j'ai eu un burn-out. Ils avaient jamais eu de cas de burn-out avant dans le cabinet à Bruxelles. J'étais la première. Youhou. Et comment tu l'expliques? Tu dirais que c'est parce que t'avais pas assez de travail ou du coup tu t'es retrouvée un peu... Non, en termes de charge de travail, ça allait encore, mais je me suis mis une pression de malade pour bien faire et j'avais vraiment du mal à travailler avec l'associé parce qu'il était très hands-off, mais beaucoup trop pour moi, quoi. Et je me sentais vraiment paumée et j'avais toujours l'impression que je faisais du mauvais travail, en fait. Et du coup, c'était horrible à gérer parce que perfectionniste que j'étais, que je suis encore, mais dans une moindre mesure, ça me bouffait de l'intérieur. Je me sentais pas bien non plus parce que j'avais pas de vie sociale. Enfin, en fait, ça a été un combo de plein de choses. Et je me demandais de nouveau, qu'est-ce que je fous là, en fait? On était tous du même cabinet dans ce bâtiment. Donc, l'ascenseur, c'était que des gens de Freshfield. Mais ça, c'est la culture anglaise. On ne dit pas bonjour ni au revoir dans l'ascenseur. Et donc moi qui débarque de ma petite Belgique, on dit toujours bonjour, au revoir, etc. Parfois c'était déroutant ces petites choses-là aussi qui s'accumulaient. Au début, je me suis dit oui, c'est cet associé en fait, il est. Mais bon, c'était pas la première fois, je pense, que quelqu'un avait un burn-out en travaillant avec lui, mais il m'a pas harcelé. Il y avait rien de tout ça en fait. C'était de la mauvaise communication et moi qui me suis mis une pression de dingue en fait. C'était un très 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 gros dossier. Donc voilà comment c'est arrivé. Après, c'est vrai que pour vivre à Londres, en fait, c'est pas du tout la même mentalité. Ils ont vraiment un côté très séparation de vie privée et vie pro. En France, il y a beaucoup plus le côté after work. On va presque, c'est un peu bizarre même, mais presque aller se prendre des cuites avec ses collègues. Ça fait partie de s'intégrer dans une entreprise, en fait. Alors qu'en Angleterre, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment, je suis au travail, je fais mon travail, et puis après, je suis dans ma vie privée avec mes amis et ma famille. Mais heureusement, il y avait une équipe de Françaises en détachement et on était tout le temps à 3, quoi. Donc il y avait quand même ce petit highlight, on va dire. Mais ça paraît fou parce que, pour beaucoup de personnes, je pense que partir travailler à Londres 6 mois, c'est un rêve, découvrir l'Angleterre, Londres. Et toi, t'as pas réussi à mettre de côté ton stress pour profiter, en fait. Non, en fait, j'aurais pu aller là et pas me prendre la tête, quoi, hein, histoire de ma vie. Donc, j'ai l'habitude j'habitais en Suisse, j'habitais en France, je suis allée 2 fois aux États-Unis faire des études. Enfin, voilà, je suis pas quelqu'un qui n'a pas forcément aussi l'habitude de rencontrer des gens d'un peu partout dans le monde. Mais là, mais voilà, je pense que j'avais tellement de pression au travail, je me sentais tellement mal et beaucoup de pression aussi par rapport à Bruxelles. Je voulais qu'ils soient fiers de moi, en fait. Je voulais bien faire, en fait. Et c'est vrai que du coup, je me suis un petit peu enfermée, quoi. Mais c'est insidieux, quoi. On s'en rend pas compte tout de suite. C'est petit à petit. Et puis à un moment, je sais que là, vers la fin aussi, je rentrais tous les week-ends. Je faisais ça, quoi. Je me suis bloqué le dos plein de fois aussi. Donc ça, c'était complètement. J'ai même dû rester couchée une semaine. Enfin, ça devenait en fait physiquement pour moi. J'ai même eu des pensées parfois, suicidaire sans me dire je vais passer le cap, mais je me souviens marcher vers le bureau et il y a les bus londoniens, parfois si on fait pas gaffe ils sont quand même très près du bord et je me disais mais si je me faisais prendre par un bus mais que je finis à l'hôpital mais que je meurs pas, mais que voilà comme ça je dois pas aller au bureau, quoi. Enfin, c'est des espèces de choses que j'avais en tête qui étaient complètement dingues, mais plus me dire si ça arrive, peut-être ce serait bien, en fait. Complètement fou, quoi. Ouais. Donc j'en étais arrivée là. Ouais, tu te sentais vraiment prisonnière. Et donc tu dis que ça a été diagnostiqué au bureau. Comment ça s'est passé? Alors là, tout de suite, il y a eu RH, etc. Et ils ont été hyper compréhensifs, en fait, bon, à Londres, je crois qu'ils avaient déjà eu en tout cas, ce que j'ai compris, ils avaient déjà eu plusieurs cas de personnes en burn-out. Et ils m'ont dit, voilà, tu te retires du dossier, il te reste 3 semaines ici, chill, quoi. Voilà.
tranquille, tu te remets en forme et puis tu retourneras à Bruxelles, il y a pas de souci quoi. Et tout le monde a été très compréhensif, franchement pour ça, j'ai rien à dire, on va dire. J'ai eu un bon soutien dans le sens où ça ils ont tout de suite vu qu'il se passait quelque chose, ils ont été très compréhensifs et ils m'ont retiré du dossier et ils m'ont dit de me la couler douce en fait. Et t'as réussi à le faire? De toute façon, j'étais plus sur le dossier. Bon, c'était un peu chiant d'être au bureau et d'avoir rien à faire, donc je partais tôt. Mais voilà, donc ça, je m'étais dit, voilà, maintenant c'est fini, je vais rentrer, ça va aller. Et puis quand je suis rentrée, ça n'a pas été du tout parce qu'en fait, j'étais épuisée. J'avais perdu toute confiance en moi. Et quand je suis arrivée au bureau à Bruxelles, en fait, rien que l'idée de faire un truc hyper basique, j'arrivais plus en fait. J'arrivais plus à rien faire. Là, ils m'ont dit, écoute, prends 3 à 4 mois. Ils ont payé aussi ces 3 à 4 mois parce que j'étais indépendante. Ils ont aucune obligation de le faire en Belgique. Donc pour ça, ils ont été vraiment super. Et donc, j'ai pris 4 mois. Pour me remettre, j'ai fait une thérapie, du coaching, de la sophrologie, tout ce qu'on fait quand on a un burn-out. J'ai vu une psychiatre aussi. Enfin, j'ai eu tout la panoplie voilà, des soins qu'on donne à quelqu'un qui fait un burn-out. Voilà. Et ça t'a aidé? Oui, alors ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, surtout mon coach, voilà, une personne extraordinaire. Il m'a vraiment poussée dans mes retranchements, mais de façon douce, me poser des questions. En fait, j'ai réalisé plein de choses en fait que je ne me connaissais pas, que je faisais les choses pour les autres. En fait, il y avait plein de choses assez toxiques dans ma manière de fonctionner. Et puis, il m'a poussée aussi à réaliser un grand rêve. Ça faisait plus de 2 ans que j'avais envie de lancer un blog en fait. Mais je n'osais pas avec mon travail et puis ce qu'on vont dire les autres, etc. Et il m'a mis une deadline. Il m'a dit non, mais tu vas le faire pour telle date. Ton blog va être lancé. Et je l'ai fait en fait. Voilà, c'est grâce à mon coach que j'ai lancé mon blog. C'est toujours ému quand je parle de lui. Oui, c'est Olivier Nanga. Comme ça donne des conseils peut-être pour ceux qui sont à Bruxelles. Et c'est vrai que c'est pas évident de lancer son blog quand on est dans des métiers aussi conservateurs. J'imagine que presque lancé, tu te disais que t'allais pas y retourner. Tu vois ce que je veux dire quand on lance un blog et qu'on a peur des réactions au travail, c'est peut-être un premier pas dans le sens où j'arrête d'être avocate. Peut-être. Maintenant, je m'étais quand même dit, je vais reprendre. En fait, j'avais pas encore. Puis, enfin, je savais pas très bien où le blog allait mener. C'était un hobby. En fait, c'était vraiment. Je savais qu'il y avait des personnes qui en vivaient, mais j'étais pas encore dans ce mood-là. Et puis, c'est vrai que ça m'occupait aussi. C'était assez thérapeutique d'avoir un projet. Mais petit à petit, ça m'a vraiment aidé. Voilà, j'avais beaucoup de fatigue accumulée. Janvier est arrivé et là, il fallait que je retourne au travail. Et je me souviens que les quelques jours avant, j'étais vraiment pas bien. Et je me souviens. Avoir dit à mon père, tu sais, je crois que je préfère trouver un petit job pour le moment. Et je me voyais bien, j'avais un pain quotidien à côté de chez moi, aller vendre du pain, quoi. Et, et j'ai fait ça comme travail étudiant, mais je veux dire, c'était pour moi plus, je me sentais plus âgée d'être en contact des gens, faire des choses, comme ça. Et alors forcément, il a eu une réaction, mais du coup, j'ai repris. Et puis très vite, j'ai vu que je voulais plus faire ce que je faisais. En fait. Et donc j'ai demandé, alors ça c'est mon coach qui m'a aidée et je suis toujours émerveillée de ce que j'ai fait à ce niveau-là. Je leur ai fait créer un job pour moi en fait. Parce qu'ils n'avaient pas de personne à l'époque qui gérait le knowledge management. Du coup, j'ai dit voilà, il vous faut un meilleur knowledge management. Moi, je reviens de Londres et là-bas, il y a une team et ils ont plein de ressources et c'est vraiment quelque chose qui maintenant en fait, il y en a partout depuis des années, mais à l'époque, il y avait pas ça dans les. Et ils ont dit OK. Donc je me suis retrouvée toujours avocate, mais avec un horaire plus fixe, on va dire. Et j'étais plus sur les dossiers, sauf pour aider. Et je suis restée encore 6 mois, mais en fait, j'avais plus du tout de motivation. Je me sentais vraiment plus à ma place. Et avec toute la thérapie que j'avais faite, je me rendais compte qu'en fait, j'avais plus d'affinité avec ce monde. En fait, c'était plus moi. J'ai quand même encore poussé, tiré sur la corde, parce que sinon, c'est pas drôle. Et je suis retombée en burn-out, mais cette fois-ci dépression, on va dire, parce qu'il y avait un peu des deux. Voilà, ce burn-out, je sais pas si c'était un peu leur burn-out qui revenait. Maintenant, c'est vrai que quand on a eu un burn-out, ça nous poursuit quand même encore quelques années, quoi. Ça part pas comme ça. Dès que j'avais un petit peu où je me forçais, tout de suite j'étais fatiguée, tout de suite ça allait pas, tout de suite je me bloquais le dos. Enfin voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai de nouveau été à l'arrêt. Et là, du coup, ils m'ont dit, France, il faut qu'on sache ce qu'on fait. Et du coup, c'est là qu'on a décidé de séparer nos chemins. En juillet 2015, je me suis dit, OK, je vais tenter le coup. Je vais essayer
de vivre de mon blog et de mon Instagram. Je vais me donner 1 an. Et puis, si au bout d'1 an, ça fonctionne pas, je trouverai autre chose. Je sais pas, je deviendrai juriste. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je voulais plus trop entendre parler du droit. Ça me donnait des frissons. Je voulais plus, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à plein temps, en gagnant 0, avec mon activité de créatrice de contenu, quoi. Mais c'est incroyable que t'aies tenu aussi longtemps, parce que j'imagine que quand tu fais un burn-out, après, j'imagine même pas remettre les pieds dans le cabinet, revoir les mêmes personnes, c'est dur, quoi. Oui, je suis assez coriace. Mais j'ai un collègue qui avait dit à quelqu'un, ça papote, hein, qui avait dit ah, mais elle est forte de revenir, en fait. C'est vrai que moi, ça m'était pas. Je me suis dit, bah oui, je reviens, quoi. Parce qu'en fait, j'ai toujours, moi, ma phrase, mon motto dans la vie, c'est Confucius, c'est la gloire, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que l'on tombe. C'est très, mais je crois beaucoup en ça, que voilà, on peut tomber, mais c'est pas grave, en fait, parce que, et d'ailleurs, je lisais ce matin un post de Philosophie Sexy où elle parle de ça, elle met ça à la fin, elle met j'ai peur de tomber, mais je sais que quand je tombe, en fait, il y a la terre et on peut pas tomber très bas, en fait. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses et du coup, pour moi, c'était logique de revenir. Mais en fait, ça n'avait plus de sens de revenir. Mais je suis assez coriace, quoi. J'ai un truc, quand j'ai une idée en tête, même si je vais me foutre, mais vraiment mal, mais j'ai du mal à parfois m'écouter, en fait. Et comment réagit ton père alors quand t'as arrêté définitivement? Je sais qu'à l'époque, je lui ai pas dit que j'avais mon blog. Et je sais que je disais que je cherchais autre chose dans le domaine juridique, mais j'ai attendu, en fait, d'avoir 10 000 abonnés pour lui en parler. Et là, il était tout fier. Ah ouais, il a bien réagi? Oui, super bien réagi. Ouais. Et non, tu gagnes ta vie avec ça. Ah, c'est bien. C'est très, du moment que voilà, businessman, quoi. Donc, donc non, vraiment bien. Donc, il a moins bien réagi avec mon évolution après dans le domaine, mais ça on en reparlera plus tard à la limite. Mais non, il m'a soutenu pour ça. Et il a vu aussi, parce que mon père a fait un burn-out aussi. Hein, cette famille, je crois qu'il a vu aussi un moment. Au moins, il savait par quoi je passais et donc je pense que ça a aidé aussi, quoi. C'était pas quelqu'un d'incompréhensif, hein, non. Non, parce que c'est vrai que c'est des métiers qui sont peu conventionnels et puis c'est pas forcément leur génération non plus. Ah non, il est pas sur Insta. Voilà, c'est pour ça que c'est très bien ce que je fais. Est-ce que quand tu pars, tu dis à ton travail que tu te lances comme blogueuse à temps plein? Non, pas du tout. Non. Mais j'avais encore, en fait, dans l'idée, quand je suis partie, j'avais quand même encore l'idée, je vais faire ça, mais je vais peut-être me trouver autre chose. Et puis, en fait, j'ai regardé des offres. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai plus envie de faire du droit. C'est venu comme ça. Et puis, à un moment, je me suis dit là, ok, non, c'est bon. J'arrête de chercher. Je me lance là-dedans à fond. Et puis, on verra bien, au bout d'1 an, je ferai le bilan. Et alors, du coup, le bilan était positif? Oui. Et c'était pas gagné d'avance dans le sens où c'est vrai que, en fait, je pense que je suis arrivée aussi au bon moment. Et le fait que j'étais avocate a aidé dans le sens où, en Belgique, à cette époque, on n'avait pas encore en tête de rémunérer les créateurs de contenu. On était assez en retard par rapport à ça. Et c'est vrai que, du coup, j'ai fait beaucoup, non, en fait, mon travail a une valeur. J'avais beaucoup des emails comme ça. Et puis, c'est venu progressivement. Et donc, ça s'est mis en place, quoi. Et puis, voilà, je pense que ils avaient pas encore l'habitude d'avoir des gens qui disent non. Et puis, j'ai aussi un petit peu coaché les autres, sans me mettre dans ce rôle où j'ai coaché tout le monde et c'est grâce à moi, hein, pas du tout, c'est pas ça que je dis, mais il y a eu plein de petites choses qui ont fait que c'était le bon moment, quoi. Voilà. Après, je pense que c'est encore vrai, hein. Je pense que les marques, elles essaient toujours de pas rémunérer. Ah oui, non, c'est toujours vrai, mais c'est plus d'essayer. Il y a l'idée qu'on doit payer et accepter. De manière générale. Mais à cette époque-là, même l'idée de payer, c'était, mais enfin, on va pas payer pour ça quand même. Pas pour une bête photo. Je me souviens, j'ai reçu ça pour une bête photo. Bah oui, pour une bête photo. Et alors, comment ça s'est passé, donc, ton quotidien de créatrice de contenu? Toi, tu t'es sentie à ta place? Ah oui, j'adorais ça. Et ça, en fait, ça me faisait un bien fou. Bon, j'ai commencé dans des domaines qui, à l'époque, étaient les domaines des créatrices de contenu, la mode, la beauté, voilà. Ça me faisait du bien parce que c'était léger. J'avais besoin d'énormément de légèreté après ces années d'avocate d'affaires où tout est très sérieux. Je suis vraiment partie de l'autre côté. Et ça faisait un bien fou. Ça faisait du bien d'être aussi mon propre boss, d'être plus, voilà. J'aime pas quand on met en fait, d'un autre côté, j'ai besoin d'un
H24 parce que je suis pas quelqu'un d'hyper discipliné, mais si c'est trop, du coup, ça me bouffe, quoi. Donc là, je pouvais plus ou moins quand même arriver à trouver un juste milieu. Donc d'un point de vue, on va dire émotionnel, pour moi, c'était la liberté, quoi. C'était génial, quoi. Donc et puis ça a bien pris et c'est vrai que moi j'adore aussi rencontrer des gens, parler, voilà. Et c'est vrai que même si c'est virtuel et que parfois c'est assez critiqué, mais j'ai fait des rencontres de fous et j'ai des gens avec qui je parle. Je peux pas dire tous les jours, mais pratiquement depuis 7 ans maintenant, quoi. Donc Ouais. très chouette aventure. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour des personnes qui voudraient se lancer? Qu'est-ce qui pour toi a fait ton succès? Ben, je pense que il y a plusieurs choses là. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est tout. Il y a pas de secret. Et le faire pour des bonnes raisons, dans le sens où si on se réveille un matin et qu'on se dit voilà, ben moi je veux gagner ma vie avec ça. Et en fait, j'avais à un moment cet objectif en tête, dans le sens où moi je voudrais faire cette activité, mais c'était pas la raison pour laquelle j'ai commencé non plus, quoi. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de ça aussi. Ouais. Et je dirais la régularité, c'est super important, encore plus aujourd'hui avec l'algorithme. Et franchement, c'est pas toujours évident d'avoir, surtout maintenant que j'ai ma fille. La régularité, mais je pense que c'est super important, et d'être bien clair par rapport à ce qu'on veut partager, et de rester droit, en fait, dans faire quelque chose qui nous ressemble et pas vouloir copier les autres. Si parfois c'est dur d'expliquer pourquoi ça a marché et pourquoi tout d'un coup ça marche plus. Enfin, Mais après, c'est vrai que je pense que plus on essaie, plus on poste, plus on essaie, plus ça finit par arriver au bout d'un moment, en fait. Faut Oui, je pense. Maintenant, c'est vrai que moi, maintenant, je suis dans une phase où, comme j'ai changé de ligne éditoriale depuis 2 ans, je suis plutôt, je deviens plus niche. Donc moi, je suis du point de vue de l'algorithme Instagram, il m'a pas à la bonne. Donc je suis plutôt vers la descente, moi, tu vois. Donc c'est pas toujours évident quand on veut après changer ou. Mais vrai. voilà. Mais c'est vrai que la persévérance, c'est important aussi, quoi. Voilà. Oh, bah, ça fait 7 ans que je suis là, donc c'est vrai que maintenant, c'est vrai que avec ma nouvelle activité et tout ça, ça devient de plus en plus, on va dire, accessoire. Bon, alors on va peut-être parler de ta deuxième reconversion. Alors, c'est super marrant parce que tu vas nous raconter, mais c'est un projet que tu entreprends avec ton mari, qui est compagnon, qui est aussi ancien avocat d'affaires. Oui. Alors, je trouve que c'est super rigolo comme histoire. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous êtes rencontrés et puis comment vous avez eu cette idée? Alors, on s'est rencontrés de façon très romantique via une application rencontre. Spécial avocat. Non, mais ouais, il devrait peut-être inventer ça. Voilà. Non, quoique, en fait, je recommande pas les deux avocats ensemble, c'est pas toujours. Non, mais je rigole. Non, donc on s'est rencontrés en ligne et trop drôle parce qu'effectivement, lui aussi était avocat d'affaires, mais moins longtemps. Il a fait ça 2 ans. Il s'est rendu compte assez rapidement que c'était pas son truc. Mais dans sa famille, ils sont tous avocats d'affaires, donc je trouve il est parti un peu comme ça, sans trop réfléchir. Et puis en fait, il s'était lancé dans un autre projet qui n'a pas fonctionné. Et à ce moment-là, il s'est dit, il a par hasard découvert une passion pour le vin. Et du coup, il s'est dit, mais en fait, ça me parle bien. Il a fait un stage pour un petit peu essayer de voir vraiment si ça pouvait faire quelque chose, quoi, au niveau professionnel. Et il en avait besoin aussi pour reprendre des études. Donc en fait, il a décidé de reprendre des études pour devenir vigneron. Donc il a fait ses 2 ans d'études. Et ensuite, il a décidé de se lancer. Et en fait, je l'ai rencontré au moment où il terminait sa thèse. Donc c'était le big question mark. Qu'est-ce que je vais faire, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, en fait, connaissait quelqu'un en Moselle allemande, parce qu'il est allemand, qui avait besoin d'aide pour les vendanges. Et donc, on s'est rencontrés en août, et alors en fin septembre, c'est parce que les vendanges sont plus tard ici. Il est parti, et c'est vrai que du coup, moi, quand j'ai appris qu'il faisait ça, je lui ai dit, est-ce que je peux venir? Parce que en fait, j'ai toujours rêvé de faire les vendanges. Et du coup, il m'a dit, attends, je vais demander. Et en fait, ils ont dit OK, parce qu'ils vont travailler qu'avec des bénévoles. Et du coup, je me suis arrivée en Moselle et je devais rester quelques jours, et je suis restée une dizaine de jours, et j'ai adoré vendanger, même sous la pluie, parce c'était pas une année facile. Il a fallu vendanger sous la pluie parfois, parce que c'était ça, ou alors les raisins,
c'est pas conseillé de vendanger quand il pleut forcément, mais je veux dire, c'était ça, oui, c'était trop tard, quoi. Mais j'ai adoré. Je me sentais bien, je me sentais à ma place. C'était super méditatif, en fait. Je me sentais trop bien, quoi. Et c'est vrai que j'ai fait une rencontre là aussi, donc le vigneron chez qui on a fait les vendanges, qui a une philosophie de vie. Il fait des vins bio et nature, mais il est bio depuis 78, donc 78. Il fait des vins nature depuis très longtemps, quoi, plus d'une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Donc il était vraiment pionnier. Et donc c'est vrai que c'était une révélation, quoi. Peut-être pour t'interrompre, c'est marrant parce que je pensais pas qu'il fallait faire des études pour être vigneron. Je pensais que ça s'apprenait un peu sur le tas avec un vigneron. Alors bon, je pense que moi c'est ce que je fais en fait. Mais non, il y a beaucoup de science derrière. Il y a quand même, oui, non, pour être vigneron, il y a des études. Je pense que c'est intéressant d'avoir aussi la connaissance en bas, plus en background. Il y a quand même beaucoup de choses. Le terroir, enfin le sol, comment fonctionne une vigne, enfin il y a tout cet aspect-là où puis connaître aussi, il a aussi appris la dégustation sans être sommelier, hein, donc ça ça va encore plus loin, mais la dégustation, connaître quand même les différentes régions du vin, etc. Donc c'est pas que il y a différentes façons d'étudier, et donc lui il a choisi, derrière il est allé à Montpellier parce qu'il y a eu une très bonne école, enfin université en fait, Sup Agro, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est quelque chose que tu recommandes donc de faire des études? Oui, franchement, moi si je pouvais, là je le ferais. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'instant. J'aurais pas trop le temps. Mais non, c'est et puis de faire des stages aussi. En fait, il y a beaucoup de pratiques également aussi, hein. Surtout si on n'est pas dans le domaine à la base. Si on vient d'une famille de vignerons, bon peut-être. Mais généralement ceux-là ils vont aussi étudier. Ouais. Alors, comment ça se passe à ce moment-là? Tu te dis, j'adore faire ça. Et quelle est la suite? Alors en fait, là, on commence un peu à réfléchir. On aime bien ça tous les deux. Et puis c'est vrai que mon copain avait en tête de se lancer, mais il avait envie vraiment d'avoir son propre vignoble, mais il se voyait pas le faire tout seul en fait. C'est énormément de travail. Alors il s'était dit oui, je vais peut-être trouver un ami, quelqu'un, voilà, un associé quoi. Et puis c'est vrai que comme moi j'aimais ça aussi, mais on s'est dit pourquoi pas faire ça à deux. Surtout que moi ce que j'aime beaucoup c'est l'aspect viticulture. Donc moi j'adore être dans les vignes, m'occuper des vignes, un peu moins la vinification dans le cellier, c'est un peu moins mon truc. Donc voilà, c'était assez complémentaire on va dire. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'on était en réflexion, on se disait où est-ce qu'on va aller. On va aller en France, on va aller en Italie, on savait pas très bien. Puis on réfléchissait aussi à la problématique environnementale, parce que c'est vrai que dans les pays comme ça où il fait beaucoup plus chaud, ils ont des soucis vu que le taux de sucre est beaucoup plus élevé. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais et c'est vrai que l'Allemagne est un pays qui revient sur la scène pour ses vins de qualité. Parce que c'était le cas avant les 2 premières guerres mondiales. Je vais pas refaire l'histoire. Et en fait, il y a eu le Covid. Et on s'est retrouvés en confinement. Et là, en fait, le vigneron chez qui on a fait les vendanges nous a dit, vous savez, il y a cette parcelle là près d'une de mes parcelles où ça n'a pas été entretenu depuis 2 ans. Les vignes ont 40 ans. Si personne fait quelque chose, en fait, ils vont les enlever. Parce que si c'est pas entretenu, il y a des risques de maladies pour les vignerons qui sont à côté. C'est dangereux. Donc en fait, ils enlèvent. Et puis on s'est dit, mais en fait, on va y aller. De toute façon, on a quand même rien à faire. Enfin, on s'est dit, bon, pourquoi pas en fait aller sauver ces vignes. Et donc pendant plus d'1 mois, on était matin jusqu'au soir, les week-ends, à tailler ces vignes qui n'avaient pas été taillées depuis 2 ans. Donc c'était la jungle, quoi. C'est vraiment la jungle. Et on a vraiment adoré en fait être là. On s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup la région, donc la Moselle allemande. On s'est dit, on va rester et on va acheter d'autres parcelles et on va s'agrandir petit à petit, quoi. Et c'est comme ça qu'on a débarqué ici, quoi. Voilà. Et à la base, c'était juste un test ou... Oui, c'était voir, parce qu'en fait, la manière dont ce qui est bien aussi, d'ailleurs, quand on veut se lancer, c'est que ici en Moselle allemande, tout le monde il y a pas de grands domaines viticoles avec plein d'hectares. En fait, il y a des grands domaines, mais tout est un peu, les parcelles sont l'une à côté de l'autre, c'est pas les mêmes proprios, enfin tout est un peu éparpillé. D'ailleurs, ils essaient un petit peu de recentrer le truc, mais ce qui fait qu'en fait on peut acheter des petites parcelles par-ci par-là,
Et donc c'est génial en fait pour se lancer, s'agrandir petit à petit, parce qu'il faut pouvoir aussi mettre les fonds pour investir directement dans, je sais pas moi, 5 hectares. Ouais. Voilà, on s'était dit, ça n'engage à rien en fait d'investir sur dans cette parcelle, et c'est comme ça quoi. Parce que justement, c'était la question que je voulais te poser. Combien ça coûte à peu près, par exemple, la parcelle, c'est combien la fourchette de prix? Et puis, en combien de temps tu le rentabilises? Mais ça, c'est un petit peu compliqué dans le sens où ça dépend toujours en fait de l'endroit où on achète. Il y a des endroits où c'est très très cher, donc je pense à la Bourgogne. Enfin voilà, et il y a ici par exemple, comme on va dire le vin allemand revient, mais c'est pas encore. Il y a des prix qui sont assez abordables, et surtout qu'en fait tout est en pente quasi. Des pentes comme ça. Donc il y a pas beaucoup de gens qui veulent investir parce que, enfin, c'est pas vrai, il y a beaucoup d'investissements, mais je veux dire, ça fait que le prix est plus élevé parce que en termes de travail, c'est plus dur aussi. Enfin, le prix est moins élevé parce que en termes de travail, mais franchement, ça dépend. Je sais que il peut y avoir entre 3 à 7 euros le mètre carré. Si je dis pas de bêtises. Je me souviens bien parce que c'est la dernière fois qu'on a acheté, ça date. Mais voilà, c'est la terre agricole en soi n'est jamais inabordable de façon générale. Plus après, tous les investissements pour le travail que demandent les vignes, il faut avoir un cellier, il faut avoir de quoi, des barils, il faut une presse. La presse, c'est très cher, donc voilà, c'est plus ce genre de. On n'a pas de tracteur. Un jour, on aura un tracteur, donc voilà, c'est plus, je dirais, les investissements à côté qui sont. Il y en a qui disent si vous voulez devenir vigneron, il faut jamais espérer être riche, quoi. c'est vraiment beaucoup d'investissements de ce point de vue-là. Mais je dirais que la terre en soi, voilà. Et surtout, ça dépend aussi si. Mais là, par exemple, on a une parcelle où on a planté, mais on n'aura pas avant 3 ans la récolte, quoi. Donc on a 3 ans où on n'a pas de récolte de cette parcelle-là parce qu'on a planté. Donc c'est pour ça que je dis. Et franchement, d'une région à l'autre, ça peut partir. Voilà, les prix. Et vous, pour avoir une idée, vous avez investi à peu près combien? Peut-être si tu peux nous donner une fourchette. Je pense que là, on est à facile presque 200 000 euros. Mais c'est Ouais. pas tellement parce qu'on a un petit peu plus d'1 hectare, mais c'est vraiment tous les à côté, les bouchons. Enfin, on pense pas, mais tous les petits trucs, le cellier, voilà, on loue un cellier, et encore là, on a de la chance, on a quelqu'un qui nous loue vraiment à un petit prix. Les machines, là, on a dû investir pour mettre en bouteille, quoi. Encore, on cherche des options pas chères. Non, mais c'est vrai que parce que en France, quand je vois le prix du vin, c'est vraiment vraiment pas cher. Et je m'étais fait la réflexion de me dire, mais rien que la bouteille en verre plus le bouchon, ça doit coûter presque le prix de la bouteille. Oui, et en Allemagne, c'est encore moins cher. Maintenant, ça dépend du type de vin, en fait, parce que les vins, il y a tous les prix, et nous, on fait tout à la main, et on fait du bio. Donc déjà, c'est pas les mêmes prix. Des gens qui ne font vraiment que la viticulture, donc ensuite, ils vendent à une coopérative. Ça finit en cuvée, et ça finit sur un rayon supermarché à un petit prix, quoi. Pour les petits prix du supermarché, parce qu'on trouve aussi il y a un peu de tout, quoi. Ça dépend à quel niveau on se place au niveau du marché, quoi. C'est la cible, on va dire. Alors, comment tu prononces votre vin? Et puis, où on peut le trouver pour l'acheter, si on veut l'acheter? Alors, c'est Jus Naturae. Donc, c'est du C'est le latin. côté juriste. Enfin, ouais. Avec un peu. En fait, bon, on a un peu hésité parce que parfois, on sait que les gens ont un peu du mal avec le nom. Et on a cherché d'autres options. On s'est dit, ah non, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, ça veut dire droit naturel, quoi. Mais comme c'est Jus, ça s'écrit aussi avec ça peut être I ou J. Et donc, du coup, ça fait jus. Enfin, bref, voilà. C'était un petit peu notre clin d'œil à notre passé juridique. Comme on fait du vin bio et aussi naturel, du coup pour nous ça faisait du sens. Mais c'est vrai que parfois on a encore des discussions. Moi je suis assez arrêtée dessus. Je suis là, on a choisi, c'est bon là, on va pas encore discuter. Et parfois j'ai mon mec parce qu'on va mettre en bouteille pour la première fois cette année notre cuvée 2020. Et parfois il est là, il a des doutes, mais bon comme tout le monde, quand on se lance et qu'on se pose 10 000 questions, aucun de nous deux n'a étudié le latin, hein. Voilà. Et où on peut le commander si on veut? Ça, c'est la grande question. En fait, comme on va mettre en bouteille pour la première fois cette année, on est en contact avec certains distributeurs parce qu'on a déjà des gens qui sont intéressés. Vu que c'est un petit monde, le monde du vin naturel, et qu'ils cherchent toujours, voilà, on a des collègues qui nous ont recommandé, et du coup, là, on aimerait bien mettre en bouteille dans le mois qui vient, etc. Mais on n'a pas encore, parce que c'est aussi notre philosophie. Notre première cuvée date de 2020.
Mais on veut vraiment laisser le temps au vin, en fait, de se vinifier. On n'est pas pour déjà, on laisse tout de façon la plus naturelle possible, même si on décide de pas faire naturel, mais faire que bio. Donc, il y a des moyens pour accélérer, en fait, la vinification, ce que font beaucoup de domaines viticoles. Et c'est comme ça que quand on a des vendanges en août, septembre, on peut déjà mettre en bouteille, je sais pas, en mars là, de l'année d'après, alors que nous, voilà, ça fait plus d'1 an et demi que ça vinifie. Et puis l'année 2021 a été très 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 mauvaise pour tout le monde. La météo a fait que c'était une catastrophe, encore plus pour les viticulteurs bio. Donc ça a été pareil en Alsace aussi. C'était on va dire toute cette région qui était touchée. Donc, et après, j'imagine que ça doit être un peu stressant parce qu'avec du vin naturel, t'es pas sûr du résultat. oui, c'est pas évident. Et là, on a justement un gros questionnement parce un des vins, on était prêt à le mettre en bouteille, mais on a fait vérifier le labo parce qu'on le trouve mais parfait comme il est, vraiment génial, exceptionnel. Je reviens pas qu'on ait fait un vin comme ça. Mais on a encore trop de sucre résiduel. Et donc, c'est risqué de le mettre en bouteille. Ou alors, il faut le mettre dans une bouteille pour pétillant avec une capsule. Et même, on sait pas comment ça va évoluer parce que soit il va rester comme ça, soit ça va encore changer. Et donc, c'est risqué. Donc, on est en train de se dire, est-ce qu'on va mettre un petit peu de sulfite mais vraiment mini, comme ça on le stabilise et on peut le mettre sur le marché et on sait, voilà, maintenant ça va peut-être changer aussi un petit peu son goût. Donc on est un peu en train de réfléchir parce qu'on n'est pas sûr qu'il va encore, que le sucre va bouger parce que parfois ça s'arrête, mais on sait pas, la fermentation voilà, on sait pas dire si ça va continuer ou s'arrêter et mettre en bouteille avec ce niveau de sucre là, donc on est à presque 12, c'est trop en fait, c'est trop dangereux, ça peut exploser quoi. Donc on est en train de voir. Maintenant, il y a beaucoup de vins nature où il y a toujours un petit peu de sulfite parce que les réglementations sont toujours très strictes en la matière. Il y en a, ils sont vraiment puristes où ils mettent 0, et puis il y en a qui mettent toujours un petit peu. Notre optique, c'est vraiment quand on peut mettre 0 et sinon un petit peu si c'est pour une question de stabiliser le vin et de pouvoir le mettre en bouteille. Donc là, c'est la réflexion qu'on se fait. Donc c'était un petit peu notre déception de la semaine passée parce qu'on était vraiment prêt à le mettre en bouteille comme ça, quoi. Et comment ça se passe le monde viticole, je dirais, parce qu'on imagine un milieu très masculin. Voilà, c'est peut-être pas forcément évident pour une femme de s'y sentir bien. Alors, en tout cas, moi, je suis beaucoup avec des viticulteurs bio, vin nature, etc. Donc, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples aussi ici. Hein. Par exemple, donc le viticulteur qui est un peu notre mentor, ils font ça à deux depuis des années en fait. Et la femme est autant impliquée que l'homme en fait. Donc, les femmes travaillent dans les vignes ici aussi. Donc, je ressens pas spécialement. Parfois, je l'ai déjà ressenti comme ça en croisant un viticulteur, mais bon. Plus, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a quand même beaucoup aussi de travailleurs qui viennent de Roumanie pendant la saison parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre et ça, c'est pas un souci, mais bon, ils sont vraiment payés. Ils les traitent pas toujours très bien de ce point de vue-là et c'est vrai que on m'a prise pour une travailleuse roumaine parce que je parle pas super bien allemand et donc je parlais pas trop et j'ai vu et je me suis dit waouh, c'est quand même ça va pas quoi. Enfin parce que nous aussi on regarde un peu comment là jusqu'ici on avait des amis et la famille qui venaient nous aider, mais c'est vrai que on s'étend et on a vraiment besoin de quelque chose qui soit un petit peu plus organisé. Donc on pense aussi effectivement à trouver mais alors quand même au salaire un salaire qui soit correct. D'ailleurs, c'était intéressant parce que je reviens de Provine ce week-end. Donc c'est la foire internationale de vin qui a lieu à Düsseldorf. C'est vraiment la plus grande foire en fait au niveau international et il y a des associations en fait qui regroupent des femmes qui sont vigneronnes. Alors il y a beaucoup de sororité, elles s'entraident. Enfin, c'est chouette quoi. Et du coup je savais pas, mais apparemment il y a ça aussi en Allemagne. Surtout qu'au final, je pense que maintenant peut-être les femmes boivent autant de vin, voire plus peut-être même que les hommes quoi. Je pense que le vin a tendance en général à intimider. Là il y a un peu maintenant aussi, il y a par exemple un influenceur en Allemagne qui s'appelle Ask Tony, qui lui aime pas du tout toutes ces conventions un peu autour du vin, un peu le snobisme on va dire, et il casse un peu tous les codes et il cartonne. Donc il y a quand même beaucoup on va dire une démocratisation de ce point de vue-là du vin et c'est un peu plus sur pas là du tout à se dire machin. Enfin c'est plus ce que chaque personne ressent et ce qu'elle goûte et moi parfois je goûte pas du tout la même chose que mon chéri quoi. Et moi j'apprends encore aussi, donc c'est vrai que je me sens peut-être
je ressens peut-être moins aussi ce que tu mentionnais par rapport au fait d'être une femme dans le domaine viticole, parce qu'en plus, comme je suis tombée enceinte, puis je m'occupe de ma fille, forcément, j'ai été beaucoup moins impliquée, et donc là, je m'y remets, donc c'est chouette parce que ça me manquait. Enfin, j'étais impliquée, mais j'étais beaucoup moins, on va dire. Ça, c'est par exemple, pour moi, ça a été très compliqué, vu que c'est moi qui ai dû me mettre plus en retrait. C'est moi qui étais enceinte et qu'on m'a dit voilà, les pentes, ça va bien, mais vous allez rester couchée. Et puis ensuite, c'est moi qui m'occupe d'elle parce que je l'allaite, quoi. Donc là, comme elle va avoir 9 mois, ça commence à être plus facile de m'absenter. C'est vrai que de ce point de vue-là, mais si j'étais toute seule, je sais pas, j'aurais dû engager quelqu'un. Et puis ça n'a pas été évident pour mon compagnon non plus parce que du coup, lui, il était tout seul. Ouais, c'est dur de tout faire en même temps. Et alors, toi, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel? Parce que, alors aujourd'hui, tu es créatrice de contenu plus slow life, green. Tu décris plus simplicité. Et vous avez vos vignes. Et si tu devais te projeter, ça serait quoi ton plus grand rêve? Alors là, en ce moment, c'est de nouveau un peu le changement parce que ce sont les vignes, ça c'est sûr. Mais comme on est encore en plein développement, j'aimerais bien aussi pouvoir. Et puis j'aimerais bien avoir aussi une activité à moi sur le côté. Et c'est vrai que je pense petit à petit à peut-être chercher quelque chose dans le domaine du droit humanitaire. J'aimerais bien travailler pour une ONG. Donc, je suis en train petit à petit de voir ce qui fait un peu du sens, ce qui est possible. Bon, tant que ma fille n'aura pas sa place à la crèche, de toute façon, ce sera pas. Mais c'est vrai que j'aime encore beaucoup ce que je fais sur Instagram, mais je peux plus. J'ai plus le temps de le faire pour le faire à plein temps. Ça, c'est sûr, parce que je fais déjà plus à plein temps, mais avec toute l'évolution que j'ai eue, le fait que maintenant je suis assez stricte, enfin vraiment sur les produits que je peux mettre en avant, ça devient difficile même pour moi d'un point de vue éthique. Parfois aussi le marketing, tout ça. Voilà, j'ai pour mon vin oui, mais pour les autres ça devient compliqué en fait. Donc du coup j'ai envie de garder mon job de créatrice de contenu peut-être que plus comme un hobby. Ça, c'est la réflexion du moment, et de prendre peut-être un mi-temps dans le domaine. Alors, ce serait droit des femmes ou droit de l'environnement. Ce sont mes deux sujets, mes deux dadas, on va dire. Pourquoi pas combiner les deux? Ça, ce serait bien. Maintenant, à voir, parce que je sais que c'est un milieu qui est assez fermé, vu que j'ai pas du tout de background à ce niveau-là. Maintenant, bon, comme je suis coriace, hein, peut-être que j'y arriverai. Voilà. Et en fait, je réalise que, et ça j'ai réalisé il y a quoi 2-3 ans, que quand j'ai fait mes études, je suis en fait partie dans la mauvaise direction, même si j'ai pas de regrets, parce que je suis pas quelqu'un qui j'aime pas dire, parce qu'en fait je pense que chaque chose se fait pour une raison et que je suis super contente en fait du parcours que j'ai eu et je reviendrai pas en arrière. Mais en fait je pense que si j'étais partie plus vers du droit international public, pour faire du droit humanitaire, ou voilà vraiment défendre des causes et être plus dans les ONG, les associations, ça aurait peut-être fait plus de sens. J'aurais peut-être plus de sens dans ce que je faisais. Ouais, c'est marrant parce que ça y est, tu te sens prête à revenir au droit du coup. En fait, j'ai réalisé aussi, si tu veux, que quand j'ai eu mon burn-out, j'ai vraiment eu un écœurement du monde juridique et j'avais besoin vraiment de légèreté. Et là, en fait, depuis quelques années, j'ai l'impression que je trouve un juste milieu où j'ai l'aspect léger et sérieux qui se mettent ensemble, tu vois. C'est pour ça qu'aussi dans ce que je fais sur Instagram, j'aime bien parler de sujets importants et qui me tiennent à cœur et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce revirement. Mais je sens les limites quand même du réseau par rapport à mes ambitions, si je peux dire ça comme ça, par rapport à ce que j'ai besoin aussi intellectuellement parfois. Je me vois bien rédiger des mémos juridiques sur le droit international public. Voilà, je pense que j'ai fait j'ai fait un petit détour comme ça parce que j'avais besoin de distance par rapport à ça suite au burn-out. C'est bien que tu arrives à retrouver l'envie, parce que c'est vrai que parfois on peut se dire que c'est définitif. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Pour moi, c'est tout simplement en fait de se sentir bien dans cette reconversion. C'est pas parce que quand on parle de réussite, on imagine toujours un peu ce que la société attend de nous, etc. Moi, je pense que et d'ailleurs, je le ressens bien maintenant. On va conclure avec mon père de nouveau. Pour lui, la vie que je mène maintenant, même s'il adore le vin et ça, pour ça, c'est génial. Le fait que j'ai fait, par exemple, ce changement par rapport à ma création de contenu,
d'un point de vue businessman, il comprend pas parce que forcément, j'ai beaucoup moins de revenus qu'avant. Je suis bien comme ça et c'est pas et elle est réussie en fait pour moi cette reconversion. Même si je pense maintenant à chercher autre chose, j'aime ce que je fais en fait et je me sens bien dans mes baskets par rapport à ce que je fais et je pourrais pas faire autre chose et moi je suis bien en fait. Je suis bien au milieu de nulle part dans ma Moselle. J'ai pas besoin de grand chose et pour moi c'est ça aussi une reconversion réussie, c'est de faire ce qui c'est important de définir c'est quoi la réussite pour soi et puis ensuite de pas trop s'attarder sur ce que la réussite pour la société veut dire. Moi je suis bien comme ça. Un grand merci France, franchement c'est super inspirant de voir tout ton parcours et puis qu'à chaque fois justement tu restes aligné avec toi-même. Vraiment un grand merci. Donc je mettrai tous tes réseaux sociaux aussi de vos vignes pour qu'on puisse peut-être commander puis te suivre sur les réseaux. Un grand merci. Merci à toi. Ciao. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.